Les infections sexuellement transmissibles représentent un problème de santé de plus en plus grandissant de nos jours. Sur Espace Santé, nous avons pensé aborder cette thématique, spécialement en parlant des maladies vénériennes qui sont des maladies sexuellement transmissibles. Pour en parler, je suis accompagnée de M. Franck Barthélémy, qui est maître en biologie clinique et spécialiste en microbiologie. M. Barthélémy, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau d'Espace Santé. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Puisque nous allons parler des maladies vénériennes, pouvez-vous nous parler des maladies vénériennes? C'est quoi une maladie vénérienne? Bon, une maladie vénérienne en réalité, c'est une maladie, ce sont ces maladies-là qu'on qualifie de sexuellement transmissibles. Ces maladies qu'on contracte principalement par la contact sexuelle. Bon, c'est en gros ce qu'on peut dire par à cela de façon particulière. Alors, puisque nous allons parler des maladies vénériennes, on en trouve plusieurs. Spécialement ce jour, nous allons parler de la bénorragie. Alors, M. Barthélémy, c'est quoi une bénorragie? Alors, une bénorragie, c'est l'une de ces maladies sexuellement transmissibles-là qui se caractérise par une infection qu'on appelle une infection à une bactérie particulière qu'on appelle la Neisseria gonorrhoeae. D'ailleurs, je tiens à préciser que les différents noms de la bénorragie sont par ailleurs la gonococcite qu'on connaît, le lupus, ou encore la chaux de pisse, le terme de plus bas, si on va dire ça comme ça exactement. Donc, une bénorragie, c'est cette infection-là avec le responsable de la Neisseria gonorrhoeae, qu'on appelle Neisseria gonorrhoeae. Alors, comment est-ce que ça se manifeste, surtout chez l'homme? Comment est-ce que ça se manifeste, la bénorragie chez l'homme? Déjà, la bénorragie chez l'homme, ça se manifeste par des écoulements anormaux. Et je tiens à préciser que tout écoulement urétral anormal, tout écoulement urétral autant pour moi, autre que l'urine, est anormal. Déjà, la principale cause, la principale suspicion, lorsqu'on a affaire à un écoulement urétral qui n'est pas de l'urine, on commence à suspecter des maladies telles que la bénorragie, effectivement, ou encore le chlamydia. Mais en termes de probabilité, on est plus orienté vers cette maladie-là, la gonococcite, comme on disait. Et comment ça se passe, comment se manifeste la bénorragie chez la femme? Est-ce que ça se manifeste de la même façon que chez l'homme? Déjà, ça ne peut pas se manifester de la même façon. Pourquoi? Parce que déjà chez l'homme, ces écoulements visibles sont dus au fait que le canal éjaculatoire et l'urètre se rejoignent à un niveau, dans un même canal qu'on appelle chez nous en sciences neurospermidine. Chez la femme, ce n'est pas le cas d'ailleurs. Ce qui fait qu'on ne pourrait pas avoir certains écoulements, comme on a dit tout à l'heure, l'écoulement urétral. On ne peut pas observer ça chez la femme parce que les systèmes sont différents. Le système sexuel et le système urinaire, ce sont deux systèmes bien distincts. Comme on disait, c'est un peu plus compliqué chez les femmes. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on n'observe pas une grande symptôme. Chez certains, on n'en observe même pas du tout. Mais quand on peut en voir, on peut parler de quelques légions de ventre ou bien d'une modification de la composition et ou de la couleur de perte blanche, comme on dit par ailleurs. Donc, en gros, c'est ce qu'on peut signaler chez la femme. Déjà, il serait plus facile de détecter cette maladie-là chez la femme en faisant constamment des visites, des procédés de contrôle tous les mois, voire tous les 3 mois, en dépendant du contexte financier de chacun. C'est ce qu'on peut dire. En ce qui concerne les manifestations, c'est vraiment très, comment on peut dire, chancelant chez les femmes. Donc, spécialement à nos téléspectatrices qui nous suivent, M. Franck Barthélémy conseille à toutes les femmes de faire leur PCV constamment pour éviter
ou bien peut-être pour diagnostiquer, par exemple, si elles sont atteintes de l'hémorragie. Est-ce que les pertes blanches, les corées, si on appelle ça comme ça, qui ont souvent des odeurs, est-ce que ça fait partie des complications de la hémorragie? Parler de pertes blanches en tant que complication serait un peu un abus. Parce que là, c'est un phénomène déjà qui signale, comme on disait tout à l'heure, c'est une manifestation de certaines maladies, parmi lesquelles on peut citer effectivement la hémorragie, mais en réalité, ce n'est pas tellement propre à la hémorragie que ça. Ça peut être autre chose, ça peut être une infection, une bactérie, une autre bactérie, un parasite, parfois même une mauvaise hygiène. Donc ça n'a pas un rapport direct avec la hémorragie, ce qui fait que c'est mieux pour la détection chez les femmes de faire constamment le PCR. Alors, quelles peuvent être les complications d'une femme ou d'un homme atteint de l'hémorragie? Bon, on va toujours parler selon chaque genre pour que ce soit plus précis. Avec les hommes d'abord? Oui, pour parler des hommes, les complications de la hémorragie, la première complication, c'est déjà, après quelques temps, ce qu'on peut constater, c'est qu'il peut avoir une inflammation, comme on disait, de l'urètre. On a dit tout à l'heure que c'était des problèmes de trop. Donc, on peut avoir une inflammation de l'urètre, voire une épidémie qui peuvent inévitablement conduire, s'ils ne sont toujours pas traités, à une certaine fertilité chez l'homme. Donc il faudrait vraiment faire attention avec ce genre d'infection parce que non traité ou mal traité, ça peut causer des complications assez graves. Et alors chez la femme? Chez la femme, on peut également observer des manifestations de complications comme une inflammation par exemple du col de l'utérus, une inflammation même du canal de l'utérus tout entier, pas seulement du col. Bon, tout ça aussi mène inévitablement à une possible infertilité chez la femme. Donc on pourra citer ça. Par ailleurs aussi on peut dire que d'autres complications, ça peut être, on peut citer des transmissions maternelles fœtales. C'est beaucoup plus compliqué dans ce cas parce qu'on n'est plus seulement dans le contexte d'une seule personne, on parle de deux personnes. Et pour un nouveau-né, avoir une infection comme une infection à l'aisselle et à gonorrhée, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Tant qu'on sait que les nouveau-nés ont un système immunitaire un peu affaibli. Voilà. Donc, ça c'est un autre volet. Et pour terminer, je dirais qu'une infection, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, une infection à l'aisselle et à gonorrhée peut ou maltraiter, peut expose 6 à 7 fois plus à une infection VIH-Sida. Donc déjà il faudrait savoir ça, c'est comme un facteur de promotion des infections à VIH. Donc il faudrait aussi soulever ce problème-là. Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs qui nous suivent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour éviter déjà pour éviter des infections telles que la gonorrhée ou la hémorragie, c'est principalement pour les personnes actives, c'est le port du premier actif. Déjà, rien à voir avec l'hygiène, comme on se dit souvent, rien à voir vraiment. Par ailleurs, pour celles qui ne sont pas actives, pour les personnes qui ne sont pas actives, on conseille de continuer dans l'abstinence. Et pourquoi pas chez ces personnes-là qui sont actives? Pourquoi pas l'abstinence? C'est une vertu, ce n'est pas si mal. Donc ça évite toute autre infection de toute façon. Donc on disait l'abstinence, les rapports protégés. En gros, c'est ça. Bon, pour les petites techniques de grand-mère, on dit souvent que directement après un rapport, il faut chercher à uriner ou non. Ça peut paraître archaïque, mais en gros, ça peut avoir sa place. Parce que l'acidité de l'urine, lorsqu'on urine l'acidité de l'urine qui passe par le canal, peut faire en sorte d'éliminer toutes sortes une grande partie des bactéries qui peuvent s'être retrouvées dans le reste du monde après un acte sexuel. Donc, en quelque sens, ça peut fonctionner, mais ce n'est pas. Ça ne représente en aucun cas une garantie de quoi que ce soit. Donc, le mieux serait de
de se protéger ou de s'abstenir tout court. Ce serait plus facile. Je pense que c'est aussi valable pour la femme aussi. Pour la je parle de la cible de la grammaire. Non, pas vraiment, puisque tout à l'heure je disais que le canal vaginal et le canal urinaire de la femme sont assez distincts. Ils n'ont rien à voir ensemble. Donc, du coup, si une femme contracte une infection, le fait de uriner ne va absolument rien changer pour elle parce que ce n'est pas par son canal urétral qu'elle a des rapports sexuels. Ce n'est pas par là qu'elle urine pas, ça ne changera rien au fait qu'elle se soit infectée si tel est le cas. Donc ça n'est valable entre guillemets que pour les hommes. Lorsqu'on a contracté cette maladie, comment est-ce qu'on la traite? Bon, il y a des molécules qu'on peut prendre pour le traitement d'une bénorragie. Mais je vais éviter de conseiller de prendre directement la molécule sans avis médical. Pourquoi? Parce que le serveur m'a dit que le responsable d'une bénorragie, c'est un germe qu'on appelle le Neisseria gonorrhoeae. Mais il faut savoir qu'il existe beaucoup de souches de Neisseria gonorrhoeae, de souches différentes, avec leurs particularités différentes, leur résistance aux antibiotiques différentes, leur sensibilité aux antibiotiques différentes également. Donc du coup, la première chose à faire lorsqu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la première chose à faire, c'est d'aller se faire consulter vraiment. Parce que en se faisant consulter et en réalisant des examens, le prélèvement urétral pour l'homme et le PCV pour la femme, on peut identifier clairement à quelle souche de Neisseria gonorrhoeae on a affaire. Et à ce moment-là, le traitement est beaucoup plus facile. On peut orienter facilement le traitement à ce niveau parce qu'en laboratoire, on réalise ce qu'on appelle un antibiogramme. Un antibiogramme consiste à déterminer pour une bactérie quel est l'antibiotique le plus efficace parmi les antibiotiques qu'on utilise pour traiter la bactérie en question. L'antibiogramme révèle en réalité pour l'antibiotique le plus efficace sur la souche concernée. Donc du coup, on peut se retrouver, je vais dire en général que pour traiter une bactérie comme la Neisseria gonorrhoeae, on utilise les céphalosporines. Premièrement, des céphalosporines comme la cefixime ou encore le ceftriaxone. Déjà, les deux sont censés soigner les infections sexuellement transmissibles dues à la Neisseria gonorrhoeae. Il faudrait savoir déjà à quelle souche est-ce qu'on a affaire pour savoir quel, par exemple entre la cefixime ou le ceftriaxone, quel antibiotique utiliser. Et ce n'est pas que ces deux-là, il y en a d'autres. Donc déjà, il faudrait absolument passer par une consultation puis des analyses médicales assez précises pour que le traitement soit optimal. Parce que comme je disais tout à l'heure, les complications ne sont pas juste pour les personnes qui ne se sont pas traitées. Les complications sont aussi pour des personnes qui se sont mal traitées. Parce que si on se traite mal, si on prend par exemple, on remarque qu'on a ces symptômes-là et qu'on se met à prendre vulgairement, je vais dire ça comme ça, un antibiotique contre la cefixime et cette réaction ou bien une autre, on peut se retrouver en train de maltraiter la souche en fait. On se retrouve en train de prendre une molécule qui n'a pas un effet assez suffisant sur la souche en question. Ce qui fait en sorte que vous pouvez avoir l'impression que vous avez guéri, l'antibiotique a pu éliminer ce que ça a pu éliminer du nombre de souches, mais vous avez quand même une petite quantité là qui est restée, qui vous a trompé surtout en vous faisant croire que vous êtes guéri, mais qui pourra se multiplier à l'avenir. Et malheureusement, c'est comme ça que la plupart du temps, on a affaire au phénomène de résistance antimicrobienne. Déjà, il faudrait que l'on se dise, les chercheurs, les plus grands chercheurs du monde disent que la prochaine plus grande pandémie à laquelle on aura affaire dans notre monde, c'est bien la pandémie qui sera due à la résistance aux antimicrobiens. Déjà, certains comportements irresponsables comme la prise d'antibiotiques à tort et à travers et sans avis médical contribuent énormément
train de dire, contribuer énormément à l'accroissement du phénomène de résistance aux antimicrobiens. Et une fois que cela sera fait, ce sera vraiment beaucoup plus difficile de lutter contre des infections aussi simples que de l'hémorragie ou bien autre chose. Donc vraiment, il faudrait savoir que tout ce genre d'infection doit être suivi, doit avoir un suivi médical particulier avant d'arriver à la prise d'antibiotiques. Parce que c'est vraiment très dangereux de les prendre de façon aléatoire. On va dire ça comme ça. Et je voudrais aussi le dire, M. Fonko, il y a des personnes qui en fait prennent des médicaments parce que leur ami ou leur voisin a dit j'avais aussi le même symptôme que toi, j'ai pris ça. Donc je pense que les téléspectateurs devraient éviter de faire ça. Oui, très exactement, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir les mêmes symptômes, vous avez affaire à la même maladie, mais vous avez des types de souches responsables de votre maladie différentes qui sont sensibles à les antibiotiques. C'est pour le moment assez différent. Donc du coup, c'est mieux d'avoir sa propre idée par rapport au type de germe ou bien à la souche du germe par lequel nous sommes infectés. Donc ce n'est pas parce que X avait les mêmes symptômes qu'il a pris telle chose pour se soigner que quand vous aurez la même chose, vous allez prendre le même X pour se soigner. Donc vraiment, il faudrait qu'on fasse plus ou moins attention à ce phénomène-là. Quand on est malade, surtout quand on a ce genre de maladie qui nécessite la prise d'antibiotiques qui est très dangereuse, il faudrait passer par un avis médical pour commencer la prise d'un quelconque antibiotique. Alors, M. Fonko, nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un conseil à donner à nos téléspectateurs par rapport aux maladies vénériennes? Bon, déjà, comme on disait tout à l'heure, par rapport aux maladies vénériennes, le seul conseil que je peux donner, c'est que pour ceux qui sont actifs, comme je disais tout à l'heure, ce serait vraiment prudent de se protéger lors des rapports vraiment communs. Et aussi, pour ceux qui ne sont pas encore sexuellement actifs, de continuer dans leur abstinence afin d'éviter le premier contact, parce que ce ne sont pas des infections qui sont agréables. Par ailleurs, je peux aussi conseiller la fidélité, parce que parfois aussi ces maladies s'attrapent parce qu'on a plusieurs partenaires sexuels, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui a quoi. Ce qui est vraiment dommage, parce que une chose est sûre, lorsqu'on a un seul partenaire sexuel et qu'on fait constamment ces bilans, à deux, je précise, pour que ce genre de choses survienne est quasiment nul, à part si on allait voir ailleurs. Vraiment, je conseille de vraiment temporiser sur le nombre de partenaires sexuels. Oui, un seul. Ça devrait. Bon, nous sommes dans un contexte où nous sommes dans un pays où on peut signer polygamie en même temps. Donc, dire un seul serait s'attaquer à une certaine communauté. Donc, je préfère juste parler d'une limitation. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau d'Espace Santé. On espère que vous reviendrez sur ce plateau pour parler d'autres choses la prochaine fois. Forcément, il y a tellement de thèmes qu'on peut aborder, tellement de sujets, parler de beaucoup de choses. Donc, je suis sûr que tout le temps, on pourra se revoir. On espère aussi, chers téléspectateurs, que vous avez été édifiés par la présentation de notre confrère, M. Fonko Batémi, qui parlait des maladies vénériennes, surtout de la hémorragie. On espère que vous serez des nôtres la prochaine fois. À très bientôt pour une prochaine édition.